Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine diffusé sur le Figaro Live évidemment, Figaro TV Île-de-France et Figaro Radio. Ça va Damien ? Super, on se quitte plus Nicolas, on se quitte plus. On passe la semaine ensemble. Et aujourd'hui on accueille sur ce plateau celui qui a interprété Gabriel, souvenez-vous, l'agent protecteur, généreux, parfois un peu dépressif aussi, dans 10%. Et s'il fait état de notre émission aujourd'hui, c'est parce qu'il endosse le costume d'un personnage principal d'une fiction qui pourrait bien, je dis bien qui pourrait bien vous tirer quelques larmes. Bonjour Grégory Montel, bonjour. Ravi d'être avec vous. Les Enchantés, c'est le titre du téléfilm d'Arte qui sera diffusé vendredi en prime time sur Arte à 20h55. Vous glissez dans la peau de Thierry, un père un peu particulier puisqu'il a un retard mental, il ne sait ni lire ni écrire et il arrive à un moment charnière de sa vie puisqu'il doit aider sa fille Luce qui entre au collège à faire ses devoirs. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de la fiction, la vocation de cette fiction, Grégory, est-ce que c'est juste l'histoire touchante d'une fille et de son père, ou est-ce que c'est aussi faire évoluer des mentalités sur le handicap notamment? Écoutez, non, moi je pense qu'il y a toujours plusieurs sujets dans un bien film, sûr, bien évidemment. surtout chez Arte. Bien sûr. C'est évidemment l'histoire de l'amour entre un père et sa fille, bien évidemment. Et le papa ayant cette particularité d'être en déficience mentale, c'est-à-dire dans une situation de handicap mental, qui fait que le jour où sa petite fille doit aller à l'école, elle a 6 ans, l'école c'est obligatoire, comme il dit souvent dans le film, et bien il y a comme ça un gap qui est en train de se créer entre eux, puisque la petite fille va comprendre que son papa ne sait pas parler, ne sait pas écrire, ne sait pas lire. Au moment où elle apprend à lire et écrire. Au moment où elle apprend à lire et écrire, ça veut dire qu'elle sent qu'elle va commencer à dépasser son papa d'un point de vue intellectuel. Et ça, pour cette petite fille, ça devient trop compliqué à gérer. Donc voilà, le film part de là. Et donc évidemment, c'est parler des différences, bien sûr, des différences, et puis comment est-ce qu'on les gère, et comment est-ce que la société aussi appréhende les différences, quels sont les préjugés que l'on peut avoir. Ouais. Et il y en a beaucoup. Et la petite comédienne est absolument remarquable. On va en parler tout de suite, cet entretien, dans quelques instants. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On démarre ces infos médias, Damien, avec des révélations fracassantes de Bob Sinclair. Tenez-vous bien. Exactement. Le célèbre DJ était l'invité du Figaro la nuit. C'était ce lundi soir sur lefigaro.fr. Et au cours de cette émission de 2 heures, présentée par notre cher confrère Thibaut Gauthier, Bob Sinclair est revenu sur le tube qui a fait basculer sa carrière. Il s'agit de la bande originale de Star Academy sur TF1, Love Generation, sorti en 2005. Alors c'est Pascal Nègre, ancien patron d'Universal Music France. Vous le faites parfaitement bien, les gars. Faites attention, on n'a pas les droits. Je siffle que 10 secondes, comme ça on n'a pas besoin de payer. C'est Pascal Nègre, qui a fait des pieds et des mains pour que cette chanson se retrouve au générique de l'émission. Alors au début, Bob Sinclair a décliné cette proposition. Il ne voulait tout simplement pas que son œuvre se retrouve au centre d'un programme de télé-réalité. Et devant l'assistance de Pascal Nègre, il a fini par accepter. Et heureusement qu'il a cédé, puisque Love Generation s'est retrouvé en tête des ventes lors de la première semaine de diffusion de la Starac. Alors aujourd'hui, 18 ans plus tard quand même, évidemment le tube fait toujours partie de la bande originale de Star Academy, mais est-ce que c'est pour autant une poule aux œufs d'or pour Bob Sinclair? Eh bien pas du tout. Le DJ affirme que ce morceau lui a rapporté au total 150 000 € depuis 2005. Mais cette somme, le truc, c'est qu'elle est répartie entre les auteurs-compositeurs qui ont donné naissance à ce titre, ce qui veut dire que concrètement il aura perçu 20 000 €. C'est ça à le faire. Voilà. Donc c'est pas l'euro-million non plus. Et il touche la SACEM de temps en temps. Vous avez regardé Star Academy à l'époque? Il y a 18 ans. Les Star Academy. J'aime de Star Academy. Non mais enfin, je veux dire, Love Story, vous imaginez en 2001 ou je sais pas quoi, ça a tout bouleversé. Ça a tout. Et je pense même que ça a bouleversé très très profondément la société globalement, et même notre approche de l'art, de la culture, de la célébrité. Oui, c'est vrai. Moi je trouve que c'est phénoménal. C'était avant les réseaux sociaux, mais c'était un peu déjà des réseaux sociaux avec le nombrilisme et le. C'est ça. Moi je trouve que c'est étonnant. Je crois qu'on a sous-estimé l'impact de la télé-réalité sur l'inconscient collectif et sur notre façon de pratiquer aussi. Même aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a un film à faire là-dessus. Sur l'évolution de la télé-réalité, même avec des télé-réalités qui sortent sur des plateformes assez incroyables. Il y en a un qui est en préparation d'ailleurs, produit par Alexia Roche-Joubert sur le Loft, que vous allez pouvoir retrouver, une fiction.
Effectivement. On continue ces infos médias, Damien. On parle d'Ariel Dombal. On en parlait juste avant de prendre l'antenne, qui est très remontée contre Netflix. Et oui, la comédienne a décidé de se désolidariser de la série documentaire intitulée L'affaire Bettencourt, scandale autour de la femme la plus riche du monde. Alors on peut actuellement visionner cette série documentaire sur la plateforme de vidéo à la demande. Et Ariel Dombal, elle fait partie des témoins qui ponctuent cette enquête. Alors quel rapport, allez-vous me demander ? Eh bien, en réalité, elle est proche de la fille de Liliane Bettencourt. Et effectivement, elle est proche aussi du photographe François-Marie Bagné, qui est accusé d'avoir profité de la fragilité psychologique de la milliardaire pour obtenir près d'1 milliard d'euros. C'est pas rien. Et dans un communiqué envoyé à l'agence France Presse, eh bien, Ariel Dombal dénonce l'utilisation de ses propos. Elle estime qu'ils ont été tronqués et que surtout la production n'a pas respecté la promesse initiale, à savoir de faire valider le montage par Ariel Dombal. Compliqué, un montage complet. Ça vous arrive, vous, que le montage final d'une fiction, de quelque chose dans lequel vous jouez, soit pas conforme à ce que vous dites et vous avez des grosses surprises à la fin? Les montages, c'est toujours un peu une surprise. Hein. Je veux dire, vous savez aussi bien que moi que des prises, quand on en fait 5, 6, 7, 10, si ça se passe pas bien. Et donc, évidemment, nous, on a toujours nos prises préférées, mais des fois, on pas toujours retenues, quoi. Non, mais je veux dire... Bon, mais ça vous arrive d'être très déçu par un montage final d'une fiction, d'une série? Non, jamais. Parce que en plus, je trouve qu'en France, on a de très très bons monteurs. Ouais, vraiment. La France, en montage, on est... Je trouve que ça fait partie des compétences très fortes des Français, le montage. Et le réalisateur, vous êtes parfois coupé des scènes que vous aimiez bien ou des choses sur lesquelles vous étiez très... mais c'est des choix. Moi-même qui ai réalisé un court-métrage une fois, je rappelle, ma scène préférée, qui c'est la scène d'ouverture, dans mon court-métrage, je l'ai coupée. Coupé ma scène. Alors que c'est quand même une grosse demi-journée de tournage, on en avait que 4, et on coupe parce que c'est l'efficacité du film qui prime à la fin. Puis vous devez faire des choix. On doit faire des choix, c'est vraiment... mais c'est passionnant. Absolument. Le montage, c'est passionnant. Choisir, c'est renoncer, effectivement. C'est la phrase d'André Gide. C'est ça. On termine par le chiffre du jour, Damien. 706 000, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en nombre de téléspectateurs, c'est les téléspectateurs tout simplement qui se sont rassemblés devant le documentaire intitulé L'Ukraine au cœur. 3,5% du public, c'est très peu. Alors Bernard France 2, c'est une cata. C'est à quelle heure? En prime time, 21h. C'était en première partie de soirée. Vous voyez, c'est compliqué. C'était pas un score. Vous n'avez pas regardé, Grégory, j'ai l'impression. Vous faisiez pas partie des 705 000 téléspectateurs. J'ai la projection de mon beau film pour Arte. C'est Bernard-Henri Lévy qui était le réalisateur. Il était sur ce plateau à votre place. On espère qu'on nous porte un peu plus de bonheur que ça. C'est très faible. Seulement, il y avait du bois. La chaîne se classe derrière France 3, M6, TF1, France 5 et Arte. Justement, quand vous ne tournez pas, quel genre de programme vous regardez à la télévision? Est-ce que quand vous êtes chez vous, vous regardez des fictions? Est-ce que, comme tout le monde, vous faites les plateformes beaucoup? Est-ce que vous regardez du doc, de l'info? Je fais de moins en moins de plateformes parce que figurez-vous que je n'arrive plus du tout à trouver mes séries. Quoi. Je trouve que c'est... moi, je trouve que c'est le problème des plateformes, c'est-à-dire qu'on est tellement submergé... que je ne sais plus faire mon choix. Vous prenez plus de temps à regarder ce que vous voulez voir qu'à regarder. C'est une vérité. Non, moi je suis. HTTV Mag, il y a un très bon guide dedans. Voilà, merci. Non, moi je suis très émission politique. Hier, j'aurais regardé probablement Bernard-Henri Lévy. D'accord. Très politique et société, moi. Ça me plaît beaucoup. Du documentaire, ouais, énormément. D'accord. Je suis très fan. Je suis très fan des émissions de la 5, de ces politiques, de c'est ce soir. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Tout ce qui commence par C. J'avoue que j'aime beaucoup leurs émissions. Alors après, ça blablate beaucoup, on retrouve toujours les mêmes personnes quand même. Oui, c'est vrai. On apprend des choses. Il y a les rondes. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour les news médias, Nico. Oui. D'autres news, évidemment. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Grégory Montel. Arte diffuse en première partie de soirée vendredi soir Les Enchantés. Vous y interprétez, Grégory, le rôle de Thierry, un père très touchant qui ne sait ni lire ni écrire. On en a parlé en raison d'une déficience mentale et intellectuelle. Sa fille Luce, elle, rentre à l'école et évidemment, comme tout bon papa, il va être sollicité pour les devoirs, pour l'aider. À partir de ce moment-là, qu'on a un peu pitché le contexte, qu'est-ce qui va se passer entre ce père et cette fille ? Il y a deux réactions. Il y a la réaction d'un père qui va évidemment saisir, qui va être confronté à son propre handicap. Ouais. Jusqu'à dont présent, il ne se rendait pas compte forcément avant que sa fille soit en âge. Non, mais c'est toujours. J'imagine que vous savez, c'est comme un être humain quand il prend conscience qu'il est mortel. Forcément, ça bouleverse beaucoup de choses à l'intérieur. Et là, je pense que la prise de conscience de sa propre condition face à l'être suprême qui est son enfant, c'est absolument bouleversant. Et bien évidemment, il y a l'effet inverse qui est la compréhension de la petite fille qui a une. Donc
évidemment, c'est une fêlure forte dans ce petit regroupement familial, puisqu'il élève son enfant seul. Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle sa situation est complexe, c'est qu'il élève cet enfant seul. La maman est partie. Donc évidemment, cette fêlure-là, comment est-ce qu'il va la gérer? Et ça va faire appel au bon sens à la fois de l'enfant et au bon sens du parent, du papa. Comment est-ce qu'il va gérer cette différence? Et évidemment, comme il est dans cette situation de handicap-là, ça va prendre plus de temps. Et puis il va vouloir aider sa fille. Sa fille va décider oui, bien sûr. il faut pas trop parler. Non, pas trop spoiler. Non, il faut dire à quel point c'est beau. D'ailleurs, je trouve que le titre est magnifique. Les Enchantés, c'est très beau. Oui, c'est très positif, effectivement. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, à titre personnel, dans ce rôle? Alors moi, d'abord, ce que j'ai aimé, c'est globalement, l'idée que ce soit un conte, que ce soit traité comme un conte de façon pas tout à fait naturaliste. Et voilà, l'idée du conte avec plein d'éléments un peu oniriques autour, parce que je trouvais que ça permettait d'être moins misérabiliste, pardon. Oui. Et évidemment, l'idée de jouer une personne en situation de handicap, même si j'ai conscience que peut-être, par exemple, une personne handicapée aurait pu jouer ce rôle-là. C'est une discussion qui a eu lieu d'ailleurs avec la production au préalable, avant qu'il m'embauche, c'est est-ce qu'on ne donnerait pas le rôle finalement à une personne handicapée? Mais étant donné que le personnage principal du film, c'est cette petite fille de 6 ans, bah, ça générait plein de problèmes. C'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'appréhender l'un l'autre, comment est-ce que ça ferait deux choses à gérer peut-être un peu plus complexes, et donc ils ont fait le choix d'appeler un comédien professionnel. Ça vous n'en avez pas eu peur, parce qu'aujourd'hui, un rien est vu comme de la provocation par des associations qui peuvent vous dire pourquoi vous jouez un rôle d'handicapeur que vous ne l'êtes pas. Audrey Fleurot a connu ça dans HPI déjà. Oui, aussi. tout à fait. C'est pour ça que moi je l'avais un peu anticipé, cette chose-là, ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, ou bien l'appropriation. Et d'ailleurs, il y a des choses que je peux tout à fait comprendre dans cette dynamique-là, relative à l'éveil et à la compréhension des choses et à la diversité. Mais c'est vrai qu'ayant eu cette discussion avec la production, j'ai tout à fait compris que... Et puis bon, quand même, voilà, on est acteur, ça veut dire il faut qu'on interprète. Puis c'est des challenges aussi, voilà. Et puis pour moi, c'était aussi une façon d'essayer de comprendre le handicap. Voilà, on a eu la chance d'aller au foyer K1 dans le 20e arrondissement, qui est un foyer qui est financé par la Fondation Rothschild, qui fait énormément, il faut le citer ici, qui fait énormément pour les personnes en situation de handicap. Et donc j'ai passé quelques après-midi avec eux. D'ailleurs, hier, ils étaient là, et humainement, ce sont de belles rencontres. Et puis moi, il fallait que je comprenne aussi comment réagit une personne dans un handicap mental, comment est-ce qu'elle gère ses émotions, comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle est en colère, lorsqu'elle est heureuse d'une situation, comment est-ce que une impossibilité, comment est-ce qu'elle va réagir à... Oui, voilà. J'avais besoin de comprendre tout ça, et puis du coup, finalement, comment dirais-je, c'est gagnant-gagnant. Vous avez déjà été touché personnellement par le handicap, vous, Grégory Montel? Oui, comme tout le monde. Puis moi, j'ai une personne très proche qui a une situation, voilà, qui a un autisme, donc, mais qui... Voilà, c'est quelque chose que vous avez pu appréhender au quotidien, en tout cas. Bien sûr, et que vous connaissez, en tout cas. Puis c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, on apprend à vivre avec, à comprendre comment s'exprimer, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qui fait sortir la personne d'elle, tout ça, c'est très beau aussi. Pardon. Est-ce que l'accent que vous avez, qu'on entend là, ça a été un handicap dans votre carrière? Ah, c'est bien, mais c'est votre petit accent, ouais. Mais j'aime bien en parler parce que je suis très fier de mon accent. Moi, je suis très fier de mes origines basalpines. J'y tiens et c'est des questions. La question de l'accent est assez complexe en France, alors que vous savez comme moi qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ils adorent jouer avec ça. Bien sûr. Nous, en France, ça doit être un peu dû à cette centralisation, comme ça, ce côté. On a essayé de vous le gommer, la fiction. Certains réalisateurs, vraiment, ça les choque. Puis je leur explique, dans ce cas-là, il faut bosser avec quelqu'un d'autre. Moi, je sais que je peux travailler dessus un petit peu. Mais j'y tiens pas particulièrement parce que je pense que ça c'est votre identité. C'est mon identité. C'est le charme aussi, oui. Michel Mougenat en parlait il y a pas plus tard qu'hier en disant que de son accent, il a fait une force. Que tout le monde le refusait au début et il a dit je vais persévérer parce que mon accent pied noir, il est comme ça et je le garde. Oui, en plus, lui, il était dans la comédie. Donc évidemment, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que je suis, voilà.
je parle trop, moi, vous savez. Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes inspiré de certains comédiens, notamment dans la préparation j'allais dire, vous m'avez expliqué avoir été passé quelques après-midi là-dessus. Est-ce que, comme l'a fait par exemple Dustin Hoffman, où il a passé beaucoup de temps avec les autistes quand il a fait Redman, ou Daniel Day-Lewis pour My Left Foot, qui a été avec des handicapés physiques, vivre avec eux pour comprendre, ressentir, ou je pensais à Al Pacino aussi, qui dans ce film d'aveugle où il a passé quasiment un mois sans voir pour se mettre dans la peau d'un aveugle. Ça, ce sont les méthodes américaines. C'est l'acteur studio, quoi. C'est l'acteur studio, c'est la méthode américaine, c'est la méthode américaine. Impliqué. Voilà, on ne saura jamais si Dustin Hoffman aurait été différent ou pas, s'il n'avait pas passé ces 6 mois avec des dans Redman avec des autistes. Moi, je suis évidemment que puis-je dire face à tous ces monstres sacrés, quoi. Mais moi, je crois que l'important, c'est d'y mettre de soi. Moi, c'est ça qui m'importe beaucoup. C'est évidemment de comprendre le personnage. On est obligé de le comprendre, de le saisir. Ça veut dire aller passer du temps. Mais je pense qu'il faut y mettre de soi. Voilà, c'est ma philosophie d'acteur, c'est de mettre le maximum de soi-même dans un personnage, tout en respectant le principe même du personnage, toutes ses forces. Exactement. Puis les préceptes forts de ce personnage, l'écriture. Alors c'est vrai qu'il y a 2 acteurs qui portent cette fiction, il y a vous et cette actrice très jeune que l'on a vue dans la bande-annonce et qu'on verra dans un court extrait qui joue votre fille, elle s'appelle Daphné Richard. Qu'est-ce que ça change pour vous de jouer avec un acteur qui est extrêmement jeune ? Ça change pas mal de choses parce que... Elle est incroyable, hein. Non, mais juste comme ça, mais elle est phénoménale. Oui, ça fait partie de ces enfants qui arrivent à jouer tout à fait naturellement, comme ils respirent. Non, ça change parce que évidemment, comme on n'est pas le même être humain quand on parle avec un enfant, on a tendance... Donc moi, et puis surtout, ce qui change aussi, c'est que l'enfant n'a le droit de travailler que 4 heures par jour, donc ça veut dire qu'on adapte beaucoup notre tournage à l'enfant. Et puis moi, qui suis un acteur un peu volatile, comme ça, très, très volubile, pardon, pas volatile. Volubile. J'ai une sorte de poule. Pardon. Moi, je suis assez volubile, donc je suis obligé de me calmer aussi un petit peu. Il faut, voilà. Parce que très vite, un enfant peut réagir différemment à une proposition. Donc voilà, les propositions que l'on fait face à un enfant, elles ne peuvent pas être aussi nettes. Il faut le préparer à ça. Alors, on parlait effectivement de cette relation et notamment du rôle de Thierry qui tente de ne pas perdre la face à sa fille, qui commence à se rendre compte effectivement de ce retard mental. Je vous propose de regarder ce petit extrait qu'on a choisi pour vous, cette scène assez bouleversante, on en parle juste après. Souris. Et lui? Canard. Et là, il y a écrit quoi? Tu sais pas lire? Non, pas trop. Pourquoi? T'as pas appris à l'école? Si, mais j'ai oublié. Et écrire, tu sais écrire? De quelle manière est-ce que le handicap de Thierry va modifier la relation qu'il entretient avec sa fille? Est-ce qu'il y aura une espèce d'inversion un petit peu, Thierry, sans trop nous dévoiler évidemment, mais on sent que là, votre fille, à la fois, elle est surprise et puis en même temps qu'elle veut vous aider. Et oui, de fait. De fait, c'est ça qui était d'ailleurs très agréable à jouer. Il y avait des scènes très très agréables à jouer où le papa et la fille sont totalement à égalité d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue âge mental. Donc c'est-à-dire qu'ils jouent ensemble exactement comme joueraient ensemble deux enfants. C'était très agréable et du coup voilà, même justement, ils se chamaillent même. Mais oui, évidemment. Mais là, c'est le moment, ce qu'on appelle le middle point, quoi. Exactement. C'est le point de bascule. C'est-à-dire, c'est là où on va comprendre que... Et lui, il saisit, on le voit. Autant il ne peut pas tout comprendre, mais là, il vient de saisir que quelque chose allait basculer dans leur qu'elle avait compris et il l'avoue, il cherche pas. Il l'avoue, et là, il est un peu dépassé par les émotions. Là. Ouais, et c'est vrai que c'est une scène absolument bouleversante, comme vous l'avez rappelé, Nicolas, et il y en a une dernière à la fin aussi qui est déchirante pour le téléspectateur. On va pas la raconter, bien évidemment, mais c'est vrai que l'histoire ne se termine pas forcément très bien, il faut le dire, dans la majorité. C'est un mélo, c'est vraiment, je veux dire, il y a le mélo, et il faut assumer cette idée du mélo. Préparez vos mouchoirs. Et c'est vrai que généralement, dans les fictions, on se rend compte qu'il y a généralement
généralement un happy end, ça se termine toujours bien, quitte à être un petit peu caricatural. D'ailleurs, cette fin, elle a toujours été envisagée ainsi, ou bien il y avait d'autres fins qui pouvaient être envisagées à cette fiction? Non, je crois sincèrement que cette fin, et le réalisateur, auteur et co-auteur avec Raphaël Moussafir, mais je crois qu'il voulait vraiment une fin. Mais elle est quand même assez ouverte. Hein. Oui. Ça reste une fin ouverte. Ça veut dire que je dis préparez vos mouchoirs, mais en même temps, on peut tout à fait envisager la fin pour soi de façon beaucoup plus gaie. La fin est tout à fait ouverte. Alors on va passer à un sujet un peu plus léger, il nous reste quelques minutes, je le disais en introduction, Gabriel Sarda, l'agent de 10% qui vous a révélé au grand public, Grégory Montel, qui a été diffusé entre 2015 et 2020, hein, c'était sur France 2, le souvenir que vous gardez de cette époque et le souvenir fort de 10%, évidemment il y a votre carrière, on le sait, le boost que ça a joué, mais le souvenir que vous en gardez aujourd'hui de cette série. Vous voulez parler d'un souvenir particulier? Non, globalement en fait. Globalement, c'est une aventure qui est extraordinaire. C'est une aventure qui est extraordinaire. Ça a changé votre vie, évidemment. Mais oui, et puis je me rends compte finalement, moi j'ai plein d'acteurs autour de moi, que connaître un succès une fois dans une vie, c'est formidable. Ouais. Bien sûr, il y a Jean Dujardin, bien sûr, il y a Jean-Paul Roux, bien sûr, il y a Vincent Cassel, tous ces gens qui ont connu des succès et qui en connaîtront encore. Mais pour les acteurs comme nous, alors qu'on vient tous de nulle part, hein, mais connaître un succès comme ça une fois dans une vie, waouh, qu'est-ce que c'est génial. C'est incroyable. Voilà, et puis les gens nous arrêtent dans la rue. Alors bon, je veux dire, Camille Cotin, c'est Camille Cotin. Maintenant, Laure Calamy, c'est Laure Calamy. Ouais. Bon, moi, je suis encore, c'est le mec de 10%. Vous vous appelez Gabriel ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, plus que Grégory, d'ailleurs. Selon si je suis de bonne humeur, je dis ouais, salut. Et si je suis pas de bonne humeur, je dis c'est pas mon prénom. Mais vous voyez, je veux dire, voilà. Et en même temps, c'est un succès. En même temps, on a toujours les pieds sur terre parce qu'on se rend compte que le travail reste à faire. Je veux dire, voilà, je suis encore le gars de 10%. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaie de changer avec tout le respect que j'ai pour cette série. J'essaie de montrer que je peux faire autre chose que le bon gars, toujours super sympa. J'essaie de jouer des salauds, des méchants. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de me détacher. Vous n'êtes pas dans le déni. Vous êtes fier de toute façon de ce que vous avez fait. Mais pas du tout. Je veux dire, je sais que peut-être certains acteurs vous auraient dit non, j'ai pas envie qu'on parle de 10%. Oui, j'en ai marre de parler de ça. J'ai pas envie qu'on parle de ça. Non. Lesquels, par exemple? Je prends les deux. Alors, je n'avais aucune idée en tête parce que j'aurais vraiment, parce qu'en plus je suis même pas. Mais je pense que tout le monde assume. Moi, en tout cas, je l'assume particulièrement. Puis c'est aussi l'affection que j'ai pour Dominique Besnéard qui fait que je pourrais jamais nier. Il m'a tellement aidé. Puis voilà. Et puis Cédric Lapiche, quoi. Je veux dire, c'est des rencontres tellement fortes. J'ai joué avec Isabelle Huppert, j'ai joué avec Monica Bellucci, j'ai croisé Jean Dujardin. C'est plus que jouer avec Monica Bellucci, pour ceux qui ont vu la série. C'est fou, quoi. Alors, justement, on parlait de Dominique Besnéard. Oui, l'arrivée de Netflix sur la série, ça a beaucoup changé aussi pour vous? On vous reconnaît à l'international? Ah non, mais ça a tout changé. Ouais, tout. Ça a tout changé. Incontestablement, France Télévisions a fait un beau travail. Ils ont su. Mais moi, j'ai enchaîné 7-8 productions internationales. Je viens de tourner avec John Woo. J'ai fait le prochain film de John Woo qui est un remake de The Killer, son propre film. Que vous dire, j'ai fait plein de productions internationales grâce à ça, grâce à Netflix, bien que je n'ai touché. Il faudra en parler un jour de ça. C'est vrai, parce que c'est vrai. Les droits et Netflix, quoi. C'est quand même effrayant. Vous leur donnez 80 pays dans le monde, jamais touché un seul centime de droit. Vous n'avez pas touché un seul centime depuis l'arrivée de 10% sur Netflix? Non, c'est comme ça ce que fait Netflix. Pas un seul centime, 80 pays. Donc des millions et des millions et des millions de vues, je veux dire. Oui, parce que vous générez de l'argent quelque part grâce à votre arrivée sur Netflix. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont inscrits à Netflix pour regarder aussi 10%. Lorsque nous sommes projetés à France Télévisions, nous touchons une somme forfaitaire, toujours. Sûr, les rediffusions. Netflix, non, rien nada. Donc je crois que c'est un sujet qui est au Conseil de l'Europe et qui va se modifier, mais c'est assez étonnant. Dominique Besnéard a été sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, et il nous a parlé du retour de la série sous forme de film. Où ça en est? Dites-nous tout. Est-ce que vous allez participer? Quelles nouvelles vous avez? À chaque fois qu'on a un comédien qui a été, on lui demande. Dominique était là, donc il a pu vous dire. Non, apparemment, on est en train de faire un film. Je sais pas si ça sera pour la télévision ou pour le cinéma. Mais je sais que c'est Fanny Herrero qui travaille dessus. Je sais qu'elle travaille aussi avec la génialissime Lison Daniel, qui est comme co-autrice. Donc ce qui est pour nous est extrêmement rassurant. Pour nous les acteurs, nous les acteurs, on était extrêmement rassurés de voir que Fanny revenait sur le projet. Bon, et donc c'est pas de date encore pour l'instant, vous attendez? No, I don't know. Bon, mais vous partez, vous irez évidemment.
Bah bien sûr, pourquoi j'irais pas? Bah oui, bah non, comme bien ça. Sûr, non, évidemment. Après, il faut lire, bien sûr, il faut que ce soit bien. Ouais. Parce que, je veux dire, nous, je crois que les acteurs de cette série, on est aussi le gage, aussi on est un peu l'âme de la série. Donc, alors on va rester un peu dans le 10%, vous allez voir ça, Grégory, puisque nous recevions hier sur ce plateau l'animateur, enfin l'humoriste, plutôt chroniqueur Pierre-Antoine Daincourt, qui avait une question à vous poser, une question très précise. On l'écoute tout de suite. Pour quel réalisateur tu serais prêt à tourner en prenant que 10% de ton salaire ? Tellement tu le kiffes. Est-ce qu'il y a un réalisateur pour lequel vous tournerez en prenant que 10% de votre salaire? Mais alors, c'est déjà. Moi, là, on le fait, mais on le fait tout le temps, ça. On fait souvent des films où vous voulez que je vous dise, je vais vous surprendre, mais je suis fan d'un réalisateur français qui s'appelle Pierre Salvadori. Ah oui. Et je rêverais de travailler avec Pierre Salvadori. Je suis sûr qu'on a plein de trucs à se raconter. Sa comédie, c'est ma comédie. Les Apprentis, par exemple. Les Apprentis en liberté, qui est un autre chef-d'œuvre que j'ai adoré. J'adorerais travailler avec lui. Je le travaille évidemment gratos. D'accord. Ou 10% du salaire, ça va. Ou 10% du salaire. Le message est lancé à Pierre Salvadori. C'est l'heure de poser votre dernière question au suivant. Demain, nous recevons Raphaël de Casabianca, le célèbre animateur de, évidemment, sur France 2, de Notaires Inconnus, voilà, qui emmène les célébrités à l'autre bout du monde ou en France. Grégory, je sais que vous n'avez pas participé, évidemment, à cette émission, mais est-ce que vous avez une question à poser à Raphaël de Casabianca? C'est là, c'est la caméra de gauche, regardez avec le socle en bois. N'hésitez pas. Bonjour Raphaël, ravi. Sachez que s'il vous arrive de créer votre émission dans les Basses-Alpes, je serais ravi de faire l'Autochtone qui fait découvrir, pourquoi pas les Delveys, ou bien la lavande sur le plateau de Valençol, donc dans les Basses-Alpes. Je serai l'Autochtone qui vous guidera. Très bien, on lui posera la question. Oui. Évidemment, c'est arrivé à Malik Bentala, s'est retrouvé chez lui, je crois, dans les Cévennes, mais dans des endroits qu'il ne connaissait pas. Si ça se trouve, il y a des endroits qu'il vous fera découvrir, même chez vous. Merci Grégory Montel d'être passé nous voir. Je rappelle que vous jouez dans Les Enchantés, un téléfilm à ne surtout pas rater. Ce sera vendredi en prime time sur Arte, évidemment. Vous serez très fort. Si vous n'êtes pas là, vous sortez. Il y a le replay, évidemment, sur arte.tv. Vous pouvez également le regarder. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Demain, Damien, avec Raphaël de Casabianca. On vous souhaite une excellente journée et merci encore de votre fidélité. Merci.